Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait de mettre tout l'univers sur pause? Imaginez des milliards d'étoiles figées dans leur danse éternelle, des galaxies immobilisées à mi-chemin, et vous, le seul à continuer d'exister dans ce cosmos immobile. Cette idée, celle d'arrêter le temps, fascine notre imagination depuis des siècles. Et le plus souvent, elle est liée à une limite magique, la vitesse de la lumière. On nous dit que si l'on atteint cette vitesse, le temps s'arrête. Mais est-ce vraiment le cas? Est-il même possible de le faire? Et que signifie réellement l'expression « le temps s'arrête » ? Est-ce une métaphore ou une réalité physique? Aujourd'hui, nous allons partir en voyage jusqu'aux confins du possible pour comprendre ce qui se passe avec le temps, l'espace et la réalité elle-même, là où les lois de notre monde habituel cessent de s'appliquer. Et il ne s'agit pas tant de vitesse que de la nature même du temps. Commençons par quelque chose de simple, parce que chacun de nous comprend intuitivement. Imaginez que vous vous tenez sur un quai et que vous regardez passer un train. Sa vitesse est, disons, de 50 km à l'heure. Maintenant, imaginez qu'une personne marche à l'intérieur de ce wagon, dans la même direction, à une vitesse de 5 km à l'heure. À quelle vitesse se déplace-t-elle par rapport à vous, debout sur le quai? La réponse est évidente. 50 plus 5, cela fait 55 km à l'heure. Si elle marche dans la direction opposée, sa vitesse par rapport à vous sera de 45 km à l'heure. Cette simple arithmétique nous semble aussi immuable et naturelle que l'alternance du jour et de la nuit. Nous additionnons et soustrayons les vitesses sans y penser, parce que toute notre expérience quotidienne confirme cette logique. Ce monde, le monde du bon sens, a été génialement décrit et formalisé par Isaac Newton dès le XVIIe siècle. Dans son univers existait un espace absolu, une scène immobile et immuable pour tous les événements, et un temps absolu qui s'écoulait uniformément et de manière identique pour tous les observateurs, peu importe où ils se trouvaient et à quelle vitesse ils se déplaçaient. Le temps était un métronome universel, égrenant les secondes pour l'homme, pour la planète, pour une étoile lointaine, de la même manière pour tous. Et dans ce monde harmonieux et ordonné, les vitesses s'additionnaient docilement. Tout était logique, tout était compréhensible. Cette conception du monde a perduré, inébranlable, pendant plus de 200 ans, devenant le fondement de toute la physique classique. Il semblait que nous avions compris les règles fondamentales du jeu qui régissent l'univers. Mais au XIXe siècle, une première fissure est apparue dans ce tableau d'une clarté cristalline. Et elle était liée à la lumière. Le grand physicien écossais James Clerk Maxwell, synthétisant les travaux de ses prédécesseurs dans les domaines de l'électricité et du magnétisme, a créé un système d'équations élégant. Et de ces équations découlait quelque chose d'étonnant. Il prédisait l'existence d'ondes électromagnétiques se propageant à une vitesse tout à fait spécifique et fixe. Lorsque Maxwell calcula cette vitesse, elle s'avéra être d'environ 300 000 km par seconde. Cette valeur était déjà connue des physiciens. C'était la vitesse de la lumière. Il devint clair que la lumière était bel et bien une onde électromagnétique. Ce fut une découverte triomphale, mais elle souleva une nouvelle question, profonde. Toute onde que nous connaissons nécessite un milieu pour se propager. L'onde sonore est une oscillation de l'air ou de l'eau. L'onde à la surface d'un étang est une oscillation de l'eau elle-même. Mais dans quoi la lumière se propage-t-elle? Qu'est-ce qui oscille précisément lorsqu'un photon voyage? Le vide de l'espace semblait incapable de transmettre des ondes. Donc, raisonnaient les scientifiques, il devait exister une substance hypothétique, invisible et impalpable, qui remplissait tout l'espace, pénétrait tous les corps et servait de milieu aux ondes lumineuses. On nomma cette substance l'éther luminifère. L'idée de l'éther était logique et belle. Il était cette scène immobile, cet espace absolu de Newton, par rapport auquel on aurait pu mesurer la vitesse réelle de n'importe quel objet, comme,
Par exemple, notre planète. Car la Terre n'est pas immobile. Elle tourne autour de son axe et file sur son orbite autour du Soleil à une vitesse d'environ 30 km par seconde, ce qui signifie qu'elle devrait traverser les terres immobiles, créant une sorte de vent d'éther. Si tel est le cas, alors la vitesse de la lumière que nous mesurons sur Terre devrait dépendre de la direction dans laquelle nous la mesurons. Recourons de nouveau à une analogie. Imaginez un bateau naviguant sur une rivière. Si le bateau navigue dans le sens du courant, sa vitesse par rapport à la rive sera égale à la somme de sa propre vitesse et de celle du courant. Si elle navigue à contre-courant, sa vitesse par rapport à la rive diminuera. Il en va de même pour la lumière. Un rayon de lumière, dirigé dans le sens du mouvement de la Terre à travers l'éther, aurait dû se déplacer un peu plus vite. Le rayon, dirigé contre le vent d'éther, est un peu plus lent. La différence devait être infime, mais mesurable. Capturer ce vent d'éther signifierait prouver l'existence de l'espace absolu et confirmer la justesse de la physique classique. Et c'est ainsi qu'en 1887, deux physiciens américains, Albert Michelson et Edward Morley, réalisèrent une expérience qui, par son élégance et son importance, devint l'une des plus grandes de l'histoire de la science. Ils construisirent un appareil incroyablement précis, un interféromètre. Son principe était simple. Un rayon lumineux issu d'une source était divisé par un miroir semi-transparent en deux rayons perpendiculaires l'un à l'autre. Chacun d'eux parcourait une certaine distance jusqu'à son propre miroir, s'y réfléchissait et revenait pour se rejoindre de nouveau. Si l'un des rayons accusait un léger retard par rapport à l'autre, cela serait visible par une modification de la figure d'interférence, un motif de frange claire et sombre. L'appareil fut placé sur une massive dalle de pierre, flottant dans un bassin de mercure, afin de pouvoir le faire pivoter en douceur, orientant les rayons lumineux tantôt dans le sens du mouvement de la Terre, tantôt perpendiculairement. Michelson et Morley s'attendaient à voir qu'en faisant pivoter l'instrument, les franges d'interférence se décaleraient. Ce décalage leur aurait montré à quel point le vent d'éther avait ralenti un rayon par rapport à l'autre. Ils avaient calculé le décalage attendu. L'instrument était plus que suffisamment sensible pour le détecter. Ils commencèrent les mesures et ne virent rien. Absolument rien. Aucun décalage, aucun retard. Le motif d'interférence restait immobile, comme si la Terre était absolument immobile par rapport à l'éther. Ce fut un choc. L'expérience fut répétée à différents moments de la journée, à différentes saisons, lorsque la Terre se déplaçait dans différentes directions par rapport au Soleil. Le résultat fut toujours le même, un silence assourdissant, inexplicable. La vitesse de la lumière était identique dans toutes les directions, avec une précision fantastique. Imaginez ce paradoxe à notre niveau quotidien. Vous êtes immobile et on vous lance un ballon à 100 km à l'heure. Vous sortez un radar et vous mesurez 100 km à l'heure. Maintenant, vous courez vers le ballon à 20 km à l'heure. Selon toutes les lois de la logique, la vitesse du ballon par rapport à vous devrait être de 120 km à l'heure. Mais vous ressortez le radar et il indique de nouveau exactement 100. Vous faites demi-tour et vous vous éloignez du ballon en courant. Le radar indique de nouveau 100. On dirait que le ballon ajuste mystérieusement sa vitesse afin qu'elle soit toujours la même, précisément pour vous, quelle que soit votre façon de bouger. C'est précisément ce que Michelson et Morley ont découvert pour la lumière. La communauté des physiciens était dans la confusion. Le résultat de l'expérience était tellement contre-intuitif qu'on a essayé de l'expliquer sans bouleverser la vision habituelle du monde. Le physicien George Fitzgerald, puis Hendrik Lorentz, ont suggéré que, peut-être, les corps, lorsqu'ils se déplacent à travers l'éther, se contractent physiquement dans la direction de leur mouvement. Cette contraction serait juste suffisante pour compenser la différence de temps de parcours des rayons lumineux et rendre le vent d'éther indétectable. C'était une astuce mathématique géniale qui sauvait la théorie de l'éther, mais qui ressemblait à une béquille très artificielle.
Et c'est alors qu'entre en scène un jeune homme, un employé de 26 ans du bureau des brevets de Berne, nommé Albert Einstein. Dans son Année miraculeuse, en 1905, il publia un article intitulé « De l'électrodynamique des corps en mouvement ». Son approche était radicalement différente. Au lieu d'essayer de sauver la théorie de l'éther, Einstein proposa d'accepter le résultat de l'expérience de Michelson-Morley tel quel. Il n'a pas cherché à imaginer d'explications complexes. Il a simplement dit « Et si l'univers était réellement ainsi fait ?» Et si ce n'était pas une erreur de mesure, ni un étrange effet secondaire, mais plutôt une loi fondamentale de la nature. Einstein a bâti sa théorie de la relativité restreinte sur deux postulats simples et élégants. Le premier postulat, le principe de relativité, énonçait « Toutes les lois de la physique sont identiques dans tous les systèmes de référence inertiels ». C'est-à-dire que pour les observateurs se déplaçant uniformément et en ligne droite, il n'y a aucun moyen de déterminer lequel d'entre eux est réellement en mouvement et lequel est au repos. Tout mouvement de ce type est relatif. Cela signifiait qu'il n'existe tout simplement aucun espace absolu ni aucun éther luminifère. Le second postulat était une conséquence directe de l'expérience de Michelson-Morley, élevée au rang de loi. Il énonçait « La vitesse de la lumière dans le vide est identique pour tous les observateurs se déplaçant uniformément et en ligne droite, et elle ne dépend ni de la vitesse de la source, ni de celle de l'observateur. » Pensez-y un instant. Ce second postulat est une négation directe de notre bon sens. C'est cette affirmation selon laquelle peu importe que vous soyez immobile, que vous fonciez vers un rayon lumineux à bord d'une fusée à 200 000 km par seconde ou que vous vous en éloigniez. Votre appareillage de mesure indiquera toujours la même valeur pour la vitesse de ce rayon, environ 300 000 km par seconde. Il ne s'agissait pas qu'un nouveau fait scientifique, c'était un changement fondamental des règles du jeu. L'univers, il s'est avéré, était construit sur un fondement complètement différent de ce que nous pensions. Il a établi une limite absolue et universelle à la vitesse. Cette constante, la vitesse de la lumière, s'est avérée être tissée dans la trame même de la réalité. Et Einstein a compris. Si la vitesse de la lumière est immuable, alors quelque chose d'autre devait changer. Quelque chose que nous pensions absolu. Et ce quelque chose s'est avéré être l'espace lui-même et le temps lui-même. C'est cette lumière étrange, obstinée, immuable, qui est devenue la clé ouvrant la porte d'un nouveau monde. Un monde où le temps peut ralentir, l'espace se contracter, et où le passé, le présent et le futur se révèlent être des notions loin d'être absolues. Notre voyage aux confins du possible, vers la question de l'arrêt du temps, commence précisément ici. Ainsi, nous nous arrêtons au seuil d'un nouvel univers étrange dont les règles sont dictées par deux postulats d'Einstein. Et le principal d'entre eux, le plus contre-intuitif, stipule que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante absolue pour tous. Mais si tel est le cas, alors, comme nous l'avons déjà dit, quelque chose d'autre doit changer, quelque chose que nous considérions comme inébranlable. Et cette chose, c'est le temps lui-même. Pour comprendre comment l'un découle de l'autre, nous n'aurons besoin que de notre imagination. Einstein était un maître des expériences de pensée. Et l'une de ces expériences, la plus célèbre, a changé à jamais notre conception du temps. Mais avant de la construire, examinons la notion de simultanéité. Que signifie que deux événements se sont produits simultanément? Par exemple, vous êtes debout, pile au centre d'un quai de gare, et soudain, vous voyez deux éclairs s'abattre aux deux extrémités du quai. La lumière de ces deux éclairs atteint vos yeux au même instant. Puisque vous vous trouvez à égale distance des deux événements et que la vitesse de la lumière est constante, vous en tirez une conclusion parfaitement logique. Les éclairs ont frappé simultanément. À présent, imaginons une autre situation. Sur ce même quai,
un train défile à une vitesse incroyable et un passager est assis au centre de l'un de ces wagons. Au moment précis où ce passager passe devant vous, les deux mêmes éclairs s'abattent. Que verra-t-il? Vous, qui êtes debout sur le quai, affirmez que les éclairs étaient simultanés. Mais regardons le monde à travers les yeux du passager. Il se déplace vers la lumière de l'éclair de devant et s'éloigne de la lumière de l'éclair de derrière. Cela signifie que la lumière de l'éclair qui a frappé au début du quai atteindra ses yeux un peu plus tôt que la lumière de l'éclair qui a frappé à la fin. Pour lui, ces deux événements ne seront pas simultanés, et c'est là que surgit la question principale. Qui de vous a raison? Vous sur le quai ou le passager dans le train? La réponse d'Einstein fut stupéfiante. Les deux ont raison. La simultanéité absolue n'existe pas. Des événements qui sont simultanés pour un observateur peuvent ne pas l'être pour un autre, qui se déplace par rapport au premier. La notion de maintenant n'est pas une marque universelle sur les horloges de l'univers tout entier. C'est une notion locale, personnelle, qui dépend de votre système de référence. Ce fut la première fissure dans le monolithe du temps absolu de Newton. Mais il y a plus encore. Maintenant, construisons notre horloge idéale. Ce sera l'horloge la plus simple et la plus précise qu'on puisse imaginer, car son fonctionnement dépendra uniquement de la vitesse constante de la lumière. Imaginez une construction, deux miroirs parfaitement plats, disposés strictement parallèlement l'un à l'autre. Entre ces miroirs, nous lançons un unique photon, une particule de lumière. Il rebondira d'un miroir à l'autre, de haut en bas. Chaque fois que le photon frappe le miroir inférieur, nos horloges font tic-tac, tic-tac, tic-tac. Connaissant la distance entre les miroirs et la vitesse de la lumière, nous pouvons toujours calculer précisément la durée d'un seul tic. C'est un chronomètre idéal. À présent, plaçons cette horloge lumineuse à bord d'un vaisseau spatial ultra rapide. À l'intérieur du vaisseau, pour l'astronaute qui voyage avec l'horloge, rien n'a changé. Il voit le photon rebondir toujours aussi rigoureusement, strictement à la verticale, de haut en bas, marquant les secondes de son temps. Mais que verrons-nous, restés sur Terre et observant ce vaisseau? Nous voyons le vaisseau filer devant nous à une vitesse colossale. Qu'arrive-t-il au photon à nos yeux? Au moment où le photon quitte le miroir inférieur, le vaisseau se trouve en un point. Mais pendant que le photon s'envole vers le miroir supérieur, le vaisseau lui-même a le temps de se décaler vers la droite. Ainsi, pour nous, observateurs terrestres, la trajectoire du photon n'est plus une ligne droite verticale. C'est une diagonale. Une fois parvenu au miroir supérieur, le photon se reflète et redescend vers celui du bas. Mais pendant ce laps de temps, le vaisseau a parcouru une certaine distance supplémentaire. Ainsi, le trajet de retour du photon est lui aussi une diagonale. Au final, de notre point de vue terrestre, le chemin parcouru par le photon en l'espace d'un tic-tac de l'horloge est un zigzag, soit les deux côtés d'un triangle isocèle. Et c'est ici que nous abordons le point le plus crucial. Le trajet du photon en zigzag est, de toute évidence, plus long que le chemin direct de haut en bas que perçoit l'astronaute. C'est de la géométrie simple. Maintenant, rappelons-nous le second postulat fondamental d'Einstein. La vitesse de la lumière est une constante. Elle est identique pour tous. Relions ces deux faits ensemble. Premier fait, de notre point de vue, le photon, dans l'horloge en mouvement, parcourt un chemin plus long. Second fait, sa vitesse, elle, demeure absolument la même. Quelle conclusion inévitable en découle? Si quelque chose se déplace à une vitesse constante, mais parcourt une distance plus grande, alors pour ce voyage, il doit lui falloir plus de temps. Cela signifie que pour nous, observateurs depuis la Terre, un tic-tac d'une horloge à bord du vaisseau spatial dure plus longtemps qu'un tic-tac de nos propres horloges, pourtant identiques. La seconde là-bas, sur le vaisseau, s'étire. Elle devient plus longue que notre seconde terrestre. Les horloges à bord du vaisseau, de notre point de vue, avancent plus lentement. Le temps à bord du vaisseau a ralenti.
Permettez-moi de le répéter encore une fois. À partir de deux prémices des plus simples, que les lois de la physique sont identiques partout et que la vitesse de la lumière est constante, nous en sommes arrivés logiquement à la conclusion que le temps n'est pas absolu. Son écoulement dépend du mouvement. Plus un objet se déplace rapidement par rapport à vous, plus, de votre point de vue, le temps s'écoule lentement pour lui. Et le plus important ici est de comprendre que ce n'est ni une illusion, ni une défaillance de l'horloge. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi une horloge à lumière idéale. Toute autre horloge, mécanique, à quartz, atomique et même l'horloge biologique du corps humain, est tenue d'obéir à cette même loi. Ce n'est pas un mécanisme spécifique qui ralentit, c'est le temps lui-même qui ralentit. Cet effet a été nommé dilatation relativiste du temps. Bien sûr, dans notre monde quotidien, nous ne le remarquons pas. Les vitesses auxquelles nous sommes confrontés sont infimes par rapport à la vitesse de la lumière. Et les effets de dilatation du temps existent à de telles vitesses, mais ils sont si minuscules qu'il est impossible de les mesurer sans instruments de très haute précision. Mais dès que nous commençons à parler de vitesses comparables à celles de la lumière, 10%, 50%, 90%, cet effet devient énorme. Ainsi, une simple expérience de pensée avec des miroirs et un photon a détruit une conception millénaire du temps universel. Elle nous a montré que chacun de nous possède son propre temps, un temps personnel, et que son écoulement est inextricablement lié à la façon dont nous nous déplaçons dans l'espace. Dans le chapitre précédent, nous sommes parvenus, à l'aide d'une simple expérience de pensée avec des horloges lumineuses, à une conclusion stupéfiante: le temps n'est pas absolu. Son écoulement se ralentit pour un observateur en mouvement. Mais la science exige de la précision. Elle pose la question: à quel point est-ce plus lent? Existe-t-il un moyen de calculer précisément combien de fois la seconde s'allongera à bord d'un vaisseau spatial? La réponse: oui, il en existe un. Et ce calcul se résume à un nombre unique, un seul multiplicateur, qui, telle une clé magique, ouvre la porte à toutes les bizarreries de la théorie de la relativité restreinte. Les physiciens appellent ce nombre le facteur de Lorentz ou facteur gamma. Imaginez-le comme un certain coefficient qui indique à quel point les effets relativistes se manifestent fortement. Et le plus intéressant avec ce coefficient, c'est qu'il ne dépend que d'un seul paramètre, la vitesse de l'objet exprimée comme une fraction de la vitesse de la lumière. Voyons comment se comporte ce multiplicateur mystérieux. Commençons par nos vitesses terrestres habituelles. Vous marchez dans la rue à une vitesse de 5 km/h. Pour une telle vitesse, le facteur de Lorentz sera égal à un nombre si proche de l'unité que sa différence est impossible à mesurer. Ce sera 1, suivi d'un chiffre après 15 zéros. C'est précisément pourquoi, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes jamais confrontés à la théorie de la relativité. Le monde de Newton représente pour nous une excellente approximation. Mais le tableau commence à changer radicalement lorsque nous nous aventurons dans l'immensité de l'espace. Imaginons un vaisseau spatial qui aurait accéléré jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière. Cela représente environ 30 000 km par seconde. Le facteur de Lorentz, dans ce cas, sera d'environ 1,005. Cela signifie que le temps à bord de ce vaisseau ne s'écoulera qu'un demi% plus lentement. La différence est bien là, mais elle reste encore peu spectaculaire. Augmentons la vitesse. Imaginons que notre vaisseau vole à 50% de la vitesse de la lumière. Le facteur de Lorentz grimpera déjà jusqu'à 1,15. Le temps à bord s'écoulera environ 15% plus lentement. Et maintenant, approchons-nous des vitesses véritablement sérieuses. Supposons que notre vaisseau atteigne une vitesse d'environ 87% de la vitesse de la lumière. Les mathématiques nous disent qu'à une telle vitesse, le facteur de Lorentz deviendra exactement égal à 2. Et cela signifie déjà que le temps pour les astronautes sera ralenti exactement d'un facteur 2.
pendant que sur Terre, 2 ans s'écouleront à bord du vaisseau, il ne s'en passera qu'un seul. Le jumeau resté sur Terre vieillira 2 fois plus vite que son frère voyageur. Que se passera-t-il si nous accélérons jusqu'à 99,5% de la vitesse de la lumière? Le facteur de Lorentz bondira jusqu'à 10. Le temps à bord du vaisseau sera ralenti d'un facteur 10. Pendant que sur Terre s'écouleront 25 ans, soit le temps d'une génération entière, à bord du vaisseau, seuls 2 ans et demi passeront. Et si nous poussons encore un peu et atteignons une vitesse de 99,99% de celle de la lumière, le facteur de Lorentz deviendra environ 71. Et nous voilà arrivés au plus important. À mesure que la vitesse d'un objet tend vers celle de la lumière, le facteur de Lorentz tend vers l'infini. Cela signifie qu'une seconde à bord d'un tel vaisseau, de notre point de vue, s'étirera à l'infini. Le temps pour lui s'arrêtera. Mais c'est une limite mathématique, une frontière théorique. Comme nous le verrons plus tard, l'atteindre pour un objet massif est impossible. Tout cela pourrait sembler être une belle abstraction mathématique, mais complètement déconnectée de la réalité. Pourtant, voici le plus frappant. Chaque jour, notre planète est bombardée depuis l'espace, ce qui nous apporte une preuve directe et irréfutable de la réalité de cet effet. Il s'agit de particules, appelées des muons. Un muon est une particule élémentaire instable, une sorte d'électron lourd. Ils naissent constamment dans les hautes couches de l'atmosphère terrestre, à une altitude comprise entre 10 et 15 km. Ces muons ont une caractéristique très importante. Ils ont une durée de vie incroyablement courte. En moyenne, un muon n'existe que pendant environ 2,2 microsecondes, soit 2 millionièmes de seconde, avant de se désintégrer. Faisons le calcul. Même si un muon se déplaçait à la vitesse de la lumière, il n'aurait le temps de parcourir, durant sa courte durée de vie, qu'environ 660 mètres. Loin des 10 ou 15 km qui séparent les couches supérieures de l'atmosphère de la surface de la Terre. Selon toutes les lois de la physique classique, pratiquement aucun de ces muons ne devrait nous atteindre. Mais lorsque les scientifiques installent des détecteurs de particules à la surface de la Terre, ils enregistrent un flux constant de ces mêmes muons. Ils sont là. Ils nous parviennent. Comment? La réponse est fournie par la théorie de la relativité et ce fameux facteur de Lorentz. Les muons sont produits lors de collisions à très haute énergie et nous parviennent à une vitesse très proche de celle de la lumière, soit plus de 99,9%. Pour une telle vitesse, le facteur de Lorentz est énorme. Il peut atteindre 30 et même plus. Ce qui signifie que, pour nous, observateurs sur Terre, l'horloge interne du muon tourne 30 ou 40 fois plus lentement que les nôtres. Sa propre durée de vie s'étire pour nous. Ces 2,2 microsecondes se transforment pour nous en près de 70 ou 80 microsecondes. Et ce temps supplémentaire lui suffit juste pour parcourir une distance de 10 à 15 km et atteindre nos détecteurs. Mais si vous avez l'impression que l'histoire des muons est encore trop éloignée de votre vie, voici un autre exemple. En ce moment même, à cette seconde précise, au-dessus de votre tête, sur une orbite d'environ 20 000 km d'altitude, vole une constellation d'une trentaine de satellites. Il s'agit du système de positionnement global, ou GPS. Chacun de ces satellites embarque à son bord des horloges atomiques ultra précises. Votre téléphone ou votre navigateur de voiture fonctionne en recevant les signaux de plusieurs de ces satellites et en calculant votre position exacte. Le mot-clé, ici, est « précis ». Pour que le système fonctionne, il faut que les horloges des satellites et celles sur Terre soient synchronisées avec une précision incroyable. Et c'est là que les ingénieurs se sont retrouvés mis face à face avec la théorie de la relativité. Les satellites GPS se déplacent sur leur orbite à une vitesse d'environ 14 000 km/h. En raison de cette vitesse, selon la théorie de la relativité restreinte, leurs horloges embarquées ralentissent
par rapport aux horloges terrestres. Les calculs montrent qu'elles accumulent un retard d'environ 7 microsecondes chaque jour. Une bagatelle, me direz-vous. Mais si cette correction n'était pas appliquée, l'erreur dans la détermination de votre position s'accumulerait à raison d'environ 10 km par jour. Le système serait alors totalement inutile. Fait intéressant, un autre effet relativiste entre en jeu ici, issu de la théorie de la relativité générale. Il est lié à la gravité et à l'inverse, il fait que les horloges en orbite avancent plus vite que les horloges terrestres de 45 microsecondes par jour. Au final, l'effet cumulé est tel que les horloges des satellites prennent de l'avance de 38 microsecondes chaque jour et les ingénieurs du GPS sont obligés d'appliquer cette correction relativiste. Chaque fois que vous utilisez un navigateur, vous mettez en pratique la théorie d'Einstein. Ainsi, le facteur de Lorentz n'est pas seulement des mathématiques abstraites, c'est une partie mesurable, vérifiable et technologiquement importante de notre réalité. Il régit la vie des particules à courte durée de vie, assure le fonctionnement des systèmes de navigation mondiaux et fixe une limite fondamentale à la vitesse, montrant comment le tissu même du temps s'étire à mesure que l'on s'approche de cette limite. Et ce n'est là qu'une facette de la médaille. Car si le temps se modifie, alors, comme nous le verrons bientôt, quelque chose d'autre doit également changer. L'espace. Ainsi, nous avons établi que le temps n'est pas un métronome universel de l'univers, mais une substance souple et malléable. Mais à ce stade, un esprit curieux doit se demander « Qu'en est-il de l'espace ?» Car le temps et l'espace sont indissociablement liés. Le concept le plus fondamental qui les relie, c'est la vitesse. La vitesse, c'est toujours la distance divisée par le temps. Si nous avons admis comme une loi que la vitesse de la lumière est constante et qu'à partir de là, nous avons déduit que le temps s'écoule différemment, cela ne pourrait-il pas signifier que quelque chose d'étrange se produit également avec la distance? Si dans l'équation, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, nous avons fixé la vitesse et que le temps est devenu variable pour nous, alors, pour que l'égalité se maintienne, la distance doit elle aussi devenir variable. C'est précisément à une telle conclusion, non moins paradoxale, que mène la théorie de la relativité restreinte. Ce n'est pas seulement le temps qui change, l'espace aussi change. Revenons maintenant à bord de notre vaisseau spatial imaginaire. Nous, restés sur Terre, savons déjà que ces horloges fonctionnent plus lentement que les nôtres. Et maintenant, imaginons que nous pouvons mesurer sa longueur avec une précision incroyable pendant qu'il passe devant nous. Supposons qu'au repos, dans le hangar, sa longueur était d'exactement 100 mètres. Quelle est la longueur que nous mesurerons maintenant qu'il se déplace? La théorie de la relativité donne une réponse différente. De notre point de vue, celui d'un observateur immobile, le vaisseau spatial en vol sera plus court. Il se contractera physiquement dans le sens de son mouvement. Cet effet est appelé la contraction de Lorentz. Plus la vitesse du vaisseau est élevée, plus il s'aplatira. Si notre vaisseau de 100 mètres accélère jusqu'à 87% de la vitesse de la lumière, moment où, comme nous nous en souvenons, le temps ralentit de moitié, sa longueur pour nous se réduira également exactement de moitié, à 50 mètres. Et à la limite, à la vitesse même de la lumière, sa longueur dans le sens de son mouvement deviendrait pour nous égale à 0. Il se transformerait en un objet absolument plat, bidimensionnel. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est une conséquence aussi directe des postulats d'Einstein que le ralentissement du temps. Ce n'est pas une illusion d'optique. Du point de vue de nous, les observateurs qui mesurons, c'est une contraction réelle de ces dimensions géométriques. Et c'est là que nous abordons le moment le plus délicat et crucial, le cœur même de la notion de relativité. Bien, direz-vous, nous voyons le vaisseau aplati, mais que voit l'astronaute à bord? Sent-il qu'il est compressé? La réponse? Absolument pas. Pour l'astronaute à bord du vaisseau, tout est parfaitement en ordre.
Il sortira son mètre ruban, mesurera le vaisseau de la proue à la poupe et obtiendra exactement les mêmes 100 mètres. Son propre espace n'a absolument pas changé. Pourquoi ? Parce que, selon le premier postulat, il a parfaitement le droit de se considérer immobile et tout le reste de l'univers se dirigeant vers lui. Et dans son système de référence, c'est l'inverse qui se produit. C'est lui qui est au repos et devant lui, à une énorme vitesse, défile la planète Terre, le système solaire, de lointaines galaxies. Et pour lui, ce sont précisément ces objets, tout notre univers, qui se contractent dans le sens de leur mouvement. Qui a raison ? Qui voit la véritable longueur ? La question est mal posée. Il n'existe pas de longueur véritable et absolue, pas plus qu'il n'existe de temps absolu. La longueur d'un objet, tout comme la durée d'un événement, est une grandeur relative qui dépend de celui qui la mesure. Autant vous que l'astronaute avez raison, chacun dans son propre système de référence. Revenons à nos vieilles connaissances, les muons. Vous vous souvenez, nous avons expliqué comment ils réussissaient à atteindre la surface de la Terre. De notre point de vue terrestre, leur courte durée de vie s'est dilatée en raison de leur vitesse colossale. C'est une explication valable. Mais maintenant, changeons de point de vue. Devenons un muon. Nous sommes une minuscule particule. Nos horloges internes commencent leur décompte et pour nous, il n'y a aucun ralentissement du temps. Il nous est alloué exactement 2,2 microsecondes. Alors, comment parvenons-nous à atteindre notre cible ? Eh bien, c'est que de notre point de vue, nous sommes, nous, immobiles. C'est la planète Terre entière qui fonce sur nous à une vitesse proche de celle de la lumière. Et s'il en est ainsi, alors pour nous, pour le muon, toute cette distance, ces 15 km d'atmosphère terrestre, sont sujettes à la contraction relativiste. Elles se contractent. L'épaisseur de l'atmosphère devient incroyablement fine, disons, de seulement 500 mètres. Et une telle distance, nous sommes déjà tout à fait capables de la parcourir dans le temps qui nous est imparti. Regardez quelle belle image cela offre. Deux explications complètement différentes d'un même phénomène. Du point de vue de la Terre, la distance est constante, mais le temps pour le muon s'est dilaté. Du point de vue du muon, le temps est constant, mais la distance jusqu'à la Terre s'est contractée. Et les deux explications conduisent au même résultat observable. Le muon atteint la surface de la Terre. C'est là la cohérence interne et la beauté de la théorie de la relativité. En réalisant cela, les physiciens ont compris qu'ils ne pouvaient plus parler de l'espace et du temps comme de deux choses distinctes. Celui qui a le mieux compris et formalisé cette idée était l'ancien professeur d'Einstein, le mathématicien Hermann Minkowski. En 1908, il prononça sa célèbre phrase « Désormais, l'espace en soi et le temps en soi sont réduits au rang d'ombre, et seule une sorte d'union des deux conservera une réalité indépendante. » Minkowski proposa de considérer notre monde non pas comme un espace à 3 dimensions dans lequel s'écoule un temps à une dimension, mais comme un continuum quadridimensionnel unique qu'il nomma espace-temps. Dans cette réalité à 4 dimensions apparut une explication étonnamment simple et élégante de la raison pour laquelle le temps ralentit avec le mouvement. Imaginez que nous tous, absolument tous les objets de l'univers, nous déplaçons toujours à travers cet espace-temps à 4 dimensions à une seule et même vitesse constante. Et cette vitesse est égale à la vitesse de la lumière. Tant que vous restez immobile dans votre fauteuil, toute votre vitesse est dirigée le long de l'axe du temps. Vous foncez à travers le temps à la vitesse maximale possible, 1 seconde par seconde. Mais voilà, vous vous êtes levé et avez marché. Vous avez commencé à vous déplacer dans l'espace. Pour ce faire, il vous a fallu emprunter une partie de votre vitesse à la dimension temporelle et la rediriger vers la dimension spatiale. Et plus vous vous déplacez vite dans l'espace, plus vous devez soustraire à votre vitesse dans le temps, afin que la vitesse totale de votre mouvement à travers le continuum quadridimensionnel reste égale à la vitesse de la lumière.
À la limite, si vous pouviez accélérer dans l'espace jusqu'à la vitesse de la lumière, toute votre vitesse serait dirigée le long des axes spatiaux et il ne vous resterait plus rien pour le mouvement dans le temps. Votre temps s'arrêterait. Cette conception de l'espace-temps est devenue un nouveau fondement de la physique. Elle a montré que l'espace et le temps ne sont pas une scène rigide et immuable. Non, ils sont eux-mêmes des participants actifs du drame. Ils peuvent s'étirer et se contracter, s'écouler l'un dans l'autre. Notre voyage dans l'espace est indissociablement lié à notre voyage dans le temps. Et, ayant compris cela, nous pouvons passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut pour nous faire accélérer toujours plus vite ? Jusqu'à présent, nous avons parlé de la façon dont le monde change pour un observateur qui se déplace déjà à une vitesse immense. Mais maintenant, posons-nous la question. Comment, au juste, atteindre une telle vitesse ? Que faut-il faire pour accélérer n'importe quel objet matériel à des vitesses proches de celles de la lumière ? Notre expérience quotidienne donne une réponse simple. Pour accélérer un corps, il faut lui appliquer une force. Dans le monde de Newton, tout est simple. Si vous avez un moteur suffisamment puissant et une quantité suffisante de carburant, vous pouvez accélérer indéfiniment et atteindre n'importe quelle vitesse. Il n'y a aucune limitation fondamentale. Mais nous savons déjà que le monde de Newton n'est qu'une approximation. Dans la réalité construite sur les postulats d'Einstein, tout est bien plus complexe. Et pour comprendre en quoi réside précisément la difficulté, il nous faut nous rappeler sans doute l'équation la plus célèbre de l'histoire de l'humanité, formulée par Einstein en cette même année 1905, égale mc². Le plus souvent, cette formule est interprétée comme la recette pour libérer une énergie colossale. Elle nous dit que la masse peut se transformer en énergie et vice-versa. Mais cette formule a aussi une autre lecture, plus profonde. Elle ne dit pas seulement que la masse est une forme d'énergie, elle dit aussi que l'énergie possède une masse. Toute énergie que vous communiquez à un corps, qu'il s'agisse d'énergie thermique lors d'un échauffement ou d'énergie cinétique lors d'une accélération, ajoute à ce corps un tout petit peu de masse. En physique, la masse n'est pas simplement une quantité de matière, c'est avant tout une mesure de l'inertie. L'inertie est la propriété d'un corps de résister à un changement de vitesse. Pour le dire plus simplement, plus un objet est massif, plus il est difficile de le déplacer ou de l'arrêter. Maintenant, rassemblons tout cela. Imaginons que nous construisions notre vaisseau spatial. Au repos, il possède une certaine masse au repos. Nous allumons les moteurs et commençons à l'accélérer, en lui communiquant de l'énergie cinétique. Le vaisseau accélère, mais à mesure que nous lui injectons de plus en plus d'énergie, sa masse inerte, ou, comme disent les physiciens, sa masse relativiste, commence à augmenter. Aux faibles vitesses, celles qui nous sont familières, cette augmentation de masse est si infime qu'elle est imperceptible. Cependant, comme c'est le cas avec la dilatation du temps, la situation change radicalement à mesure que nous nous approchons de la vitesse de la lumière. Il s'avère que la masse relativiste d'un objet est égale à sa masse au repos, multipliée par ce fameux facteur de Lorentz. Et nous nous souvenons comment il se comporte. Lorsque notre vaisseau atteindra une vitesse de 87% de celle de la lumière, sa masse, pour nous, observateurs extérieurs, doublera. Il deviendra 2 fois plus têtu, 2 fois plus inerte. Maintenant, pour lui donner la même accélération, nos moteurs devront fonctionner 2 fois plus fort. Nous continuons de pousser. Nous atteignons la vitesse de 99,5% de celle de la lumière. Le facteur de Lorentz est de 10. Notre vaisseau est devenu 10 fois plus massif qu'au départ. Chaque pas suivant, chaque pourcent de vitesse supplémentaire s'acquiert avec une difficulté inouïe, toujours grandissante. Et nous voilà qui approchons de la limite. Nous tentons d'accélérer le vaisseau jusqu'à 100% de la vitesse de la lumière. Nous y injectons une quantité d'énergie véritablement monstrueuse. Mais qu'advient-il de sa masse ? Le facteur de Lorentz
À l'approche de la vitesse de la lumière, tend vers l'infini. Cela signifie que la masse relativiste du vaisseau s'élance elle aussi vers l'infini. Pour accélérer un objet doté d'une masse infinie, il faut une quantité d'énergie infinie. Voilà la barrière fondamentale. L'univers dit simplement non. Aucun objet possédant une masse au repos, qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial, d'une planète ou d'un grain de poussière, ne pourra jamais atteindre la vitesse de la lumière. Il ne peut que s'en approcher indéfiniment, devenant de plus en plus lourd au fur et à mesure. La vitesse de la lumière n'est pas qu'une simple limitation, comme sur une autoroute. C'est une limite asymptotique intégrée à la structure même de l'espace-temps. Alors, une question légitime se pose. Qu'en est-il de la lumière? Et les photons, qui par définition se déplacent à cette vitesse même? La réponse est étonnamment simple. Les photons n'ont pas de masse au repos. La masse au repos d'un photon est nulle. Les photons sont des particules particulières, ils ne peuvent pas exister à l'état de repos. Ils naissent en se déplaçant déjà à la vitesse de la lumière. Pour eux, la notion d'accélération ou de décélération n'existe pas. Soit ils se déplacent à la vitesse de la lumière, soit ils n'existent pas du tout. Ainsi, l'univers se retrouve divisé en deux mondes. Le monde des particules massives, comme vous et moi, qui évoluent plus lentement que la lumière. Et le monde des particules sans masse, comme les photons, qui n'existent qu'à cette limite. Entre ces deux mondes s'étend un mur infranchissable d'énergie infinie. Et la compréhension de cela nous amène à l'une des expériences de pensée les plus célèbres et les plus contre-intuitives de l'histoire, le paradoxe des jumeaux. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, la dilatation du temps, la contraction de l'espace, l'augmentation de la masse, s'entremêlent en un seul et célèbre scénario spéculatif. Il est connu sous le nom de paradoxe des jumeaux. Sa formulation est trompeusement simple, mais derrière cette simplicité se cache une conclusion si profonde qu'elle a suscité des débats houleux pendant des décennies. Imaginons deux frères jumeaux, appelons-les Artyom et Boris. Ils ont 30 ans. Artyom reste sur Terre. Boris, quant à lui, part pour la première expédition interstellaire de l'histoire de l'humanité. Son objectif est l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, située à une distance d'environ 4,2 années-lumière. Son vaisseau est capable d'atteindre une vitesse de 99,5% de celle de la lumière. Du point de vue d'Artyom, resté sur Terre, les calculs se présentent comme suit. La distance totale que Boris doit parcourir est de 8,4 années-lumière. En se déplaçant à cette vitesse colossale, le vaisseau de Boris mettra un peu plus de 8,44 années pour l'intégralité du trajet. Ainsi, Artyom s'attend à revoir son frère lorsque lui-même aura déjà presque 39 ans. Mais que se passe-t-il avec le temps à bord du vaisseau de Boris? Nous connaissons déjà la dilatation relativiste du temps. Pour une vitesse de 99,5% de celle de la lumière, le facteur de Lorentz est d'environ 10. Cela signifie que pour nous, observateurs terrestres, toutes les horloges à bord du vaisseau tournent 10 fois plus lentement. Par conséquent, la durée réelle du voyage pour Boris ne sera pas de plus de 8 ans, mais 10 fois moins, soit environ 10 mois seulement. Et voici que vient le jour du retour. Le vaisseau de Boris atterrit. La porte du sas s'ouvre et Boris apparaît sur la passerelle. Il a passé 10 mois dans l'espace. Il a maintenant 30 ans et 10 mois. Pour l'accueillir, Artem s'avance, les cheveux gris et vieillis. Il a déjà presque 39 ans. Le voyageur se révèle plus jeune que le sédentaire. Il a fait un bond dans le futur de la Terre. Mais c'est ici que commence ce que l'on appelle le paradoxe. Changeons un instant de point de vue. Mettons-nous à la place de Boris, le voyageur. Pour lui, son vaisseau est immobile. Il a parfaitement le droit de se considérer comme le centre de son univers. De son point de vue, ce n'est pas lui qui s'est éloigné de la Terre, mais la Terre, avec son frère Artem,
qui s'est précipité loin de lui à une vitesse colossale, puis a fait demi-tour et est revenu. Si c'est le cas, raisonne Boris, alors la loi de la dilatation du temps doit également fonctionner dans son propre référentiel. Il regarde la Terre qui s'éloigne et constate que c'est là-bas que les horloges devraient tourner plus lentement que les siennes. Selon ses calculs, c'est Artium qui devrait vieillir moins vite. Voilà l'essence même du paradoxe. Deux frères, partant du même principe, arrivent à des conclusions diamétralement opposées. Artiom est convaincu que Boris reviendra jeune. Boris est certain que c'est Artiom qui devrait rester jeune, mais ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux simultanément. Alors, qui a raison? La théorie d'Einstein serait-elle dans une impasse? Beaucoup de critiques de la théorie, en leur temps, s'accrochaient précisément à ce paradoxe. Mais, comme c'est souvent le cas, il n'y a en réalité aucun paradoxe ici. Il n'y a qu'une mauvaise application de ces lois. La clé réside dans le concept de système de référence inertiel. Je le rappelle, c'est un système qui se déplace de manière uniforme et rectiligne, c'est-à-dire sans accélération. La théorie de la relativité restreinte ne fonctionne que lors de la comparaison d'événements dans deux systèmes inertiels. Maintenant, examinons attentivement les parcours de nos jumeaux. Artiom, resté sur Terre, s'est trouvé tout le temps, avec une certaine approximation, dans un seul et même système de référence inertielle. Et qu'en est-il de Boris? Son voyage fut bien plus dramatique. Pour atteindre sa vitesse de croisière, il a dû traverser une phase d'accélération intense. Puis, en atteignant Proxima du Centaure, il lui a fallu freiner, faire demi-tour et accélérer de nouveau. Et enfin, pour se poser, il a de nouveau dû freiner. Le voyage de Boris comportait ainsi, au minimum, 4 phases de mouvement accéléré. Et c'est précisément cette accélération qui brise toute la symétrie. L'accélération, à la différence de la vitesse, est absolue. Boris peut toujours dire s'il est en train d'accélérer ou non. Il lui suffit de regarder l'accéléromètre ou simplement de sentir son corps s'alourdir. Artem, quant à lui, sur Terre, ne ressentait rien de tel. C'est justement parce que Boris changeait de référentiel que la logique symétrique simple cesse de fonctionner. Sa situation et celle d'Artem sont fondamentalement inéquivalentes. Une analyse plus rigoureuse le démontre. Celui qui a subi l'accélération sera toujours plus jeune. Le paradoxe est résolu. Artem sort vainqueur du débat. C'est le voyageur qui reviendra jeune. Tout cela est, bien sûr, une théorie formidable, mais pouvons-nous vérifier cette conclusion étonnante en pratique? Accélérer un astronaute à des vitesses proches de celles de la lumière, nous ne le pouvons pas encore, mais nous pouvons mener une expérience plus subtile. Et une telle expérience a été menée en 1971 par deux physiciens américains, Joseph Affeley et Richard Keating. Ils ont pris 4 horloges atomiques au césium ultra précises et les ont synchronisées. Une de ces horloges, la référence, ils l'ont laissée sur Terre. Les autres, ils les ont embarquées à bord d'avions de ligne commerciaux ordinaires et les ont envoyés faire un tour du monde. Un avion a volé vers l'Est, dans le sens de rotation de la Terre, l'autre vers l'Ouest, à contresens. Pourquoi? Pour vérifier immédiatement les deux effets de la théorie de la relativité. Premièrement, il s'agit de l'effet cinématique. Les avions sont en mouvement, ce qui signifie que les horloges à leur bord devraient nous fonctionner plus lentement que les horloges à la surface. Deuxièmement, il y avait un effet issu de la théorie de la relativité générale. Elle énonce que le temps s'écoule plus lentement dans un champ gravitationnel plus fort. Les avions volent à une altitude d'environ 10 km où la gravité terrestre est légèrement plus faible. À l'inverse, cet effet aurait dû faire avancer les horloges embarquées plus vite. Deux effets agissaient dans des directions opposées. Affeley et Keating ont calculé la différence de temps totale prévue. Pour le vol vers l'Est, il était prévu que les horloges prennent du retard par rapport à celles restées au sol d'environ 40 nanosecondes. Pour le vol vers l'Ouest, il était prévu que les horloges, à l'inverse, prennent de l'avance d'environ 275 nanosecondes.
Après que les avions eurent fait le tour du globe, les scientifiques ont comparé les indications de leurs horloges avec celles de référence. Les résultats furent stupéfiants. Les horloges qui avaient voyagé vers l'Est ont effectivement pris du retard d'une moyenne de 59 nanosecondes. Les horloges qui avaient voyagé vers l'Ouest ont pris de l'avance de 273 nanosecondes. Les prédictions de la théorie ont coïncidé avec la réalité avec une précision incroyable. Le paradoxe des jumeaux a cessé d'être une simple expérience de pensée. Il est devenu un fait physique mesurable. Les horloges qui ont fait le tour de la Terre vers l'Ouest ont avancé en moyenne de 273 nanosecondes. Compte tenu de toutes les marges d'erreur de l'expérience, ces chiffres ont parfaitement concordé avec les prédictions de la théorie d'Einstein. C'était une preuve directe, irréfutable. Le temps s'écoule réellement différemment selon la vitesse et la gravité. Le célèbre paradoxe des jumeaux n'est pas du tout un paradoxe, mais un phénomène physique réel. Le voyageur dans le temps, celui qui subit une accélération et change de référentiel, revient réellement dans le futur de son monde. Alors, que nous dit cette étrange histoire des jumeaux? Elle nous dit que le passé et le futur ne sont pas des notions si absolues. Elle montre que dans notre univers, il n'y a pas de chemin temporel unique et rectiligne sur lequel nous marchons tous au pas. Chacun de nous possède sa propre ligne d'univers dans l'espace-temps. Et la longueur de cette ligne, la quantité de temps que nous vivons, dépend du chemin que nous choisissons. Le chemin d'Artem le Casanier était droit dans l'espace-temps et il s'est avéré être le plus long en durée. Le chemin de Boris le Voyageur était tortueux, avec des virages et des accélérations, et son temps propre s'est avéré plus court. Cela signifie qu'un voyage dans le futur est, dans un certain sens, possible. Il est impossible de revenir dans le passé. Mais si vous construisez un vaisseau suffisamment rapide et partez pour un long voyage, vous pourrez revenir sur Terre dans des centaines ou des milliers d'années, en restant presque aussi jeune que lorsque vous l'avez quitté. Vous ne violerez aucune loi de la physique. Vous choisirez simplement un chemin plus court à travers le paysage quadridimensionnel de l'espace-temps. Et c'est, sans doute, l'une des conclusions les plus profondes et les plus philosophiques auxquelles la science est jamais parvenue. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'objets qui possèdent une masse, d'objets se déplaçant à des vitesses, aussi énormes soient-elles, mais toujours inférieures à celles de la lumière. Nous avons découvert que pour eux, le temps ralentit, l'espace se contracte et la masse augmente, les empêchant d'atteindre la limite tant convoitée. Mais qu'en est-il de la limite elle-même? Qu'en est-il de ces entités qui, par leur nature même, existent à cette frontière? Qu'en est-il de la lumière elle-même, des photons eux-mêmes? Nous voulons instinctivement poser la question, que voit un photon? Comment l'univers apparaît-il du point de vue d'une particule de lumière qui file à travers le cosmos à la vitesse de 300 000 km par seconde? Si pour un astronaute à bord d'un vaisseau proche de la vitesse de la lumière, le temps ralentit des dizaines, des centaines, des milliers de fois, alors que se passe-t-il avec le temps pour un photon qui se déplace à la limite même, où le facteur de Lorentz, comme nous nous en souvenons, tend vers l'infini? Le temps s'arrête-t-il complètement pour lui? Avant de tenter de répondre à cette question, je dois faire une remarque très importante. Du point de vue de la physique stricte et formelle, la question même « que voit un photon ?» est mal posée. Elle est dénuée de sens physique. La raison en est simple. La théorie de la relativité restreinte décrit et compare les lois de la physique dans les systèmes de référence inertiels. Mais le système de référence attaché à un photon n'est pas inertiel. De plus, il n'existe tout simplement pas, au sens strict. On ne peut pas monter sur un photon et voir le monde à travers ses yeux, parce que dans un tel système de référence hypothétique, toutes les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de fonctionner. Les équations produisent des valeurs absurdes, infinies, et la notion même de distance et de temps perd sa signification habituelle. Alors, c'est tout, le débat est clos, la question est réglée parce qu'elle est mal posée. Pas tout à fait.
Même si nous ne pouvons pas construire une théorie physique complète pour le monde du photon, nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons observer vers quoi tendent nos lois déjà connues lorsque la vitesse s'approche de celle de la lumière. Nous pouvons explorer cette limite, cet horizon, afin d'imaginer conceptuellement quelle pourrait être la réalité pour une particule de lumière, si elle pouvait l'apercevoir. Et cette vision purement théorique s'avère, sans doute, la plus étrange de toutes. Rappelons les deux effets principaux dont nous avons parlé. Le premier, le ralentissement du temps. Le facteur de Lorentz indique combien de fois plus lentement le temps s'écoule pour un objet en mouvement. Quand la vitesse tend vers celle de la lumière, ce facteur tend vers l'infini. Cela signifie que pour un photon, n'importe quel intervalle de temps, de notre point de vue, est divisé par l'infini. Or, tout nombre fini divisé par l'infini donne 0. Pour un photon, il n'existe pas de durée. Le temps ne s'écoule pas pour lui. Imaginez un photon qui est né au cœur d'une étoile lointaine, très lointaine, disons, dans la galaxie d'Andromède, il y a 2,5 millions d'années. Pendant tous ces 2,5 millions d'années, de notre point de vue, il a voyagé à travers le vide intergalactique, évitant les particules de poussière et les champs gravitationnels pour finalement achever son périple en atteignant la rétine de votre œil. Pour nous, son voyage fut long et épique, mais pour lui-même, dans son propre référentiel, tout ce voyage a duré un temps absolument nul. L'instant de son émission par l'étoile et l'instant de son absorption par votre œil sont, pour lui, un seul et même événement se déroulant en parfaite simultanéité. Toute sa vie, toute son histoire, de sa naissance à sa mort, ne sont qu'un seul et unique instant, sans aucune durée. Il n'a pas de passé et pas de futur. Il n'y a qu'un seul maintenant infiniment court. Maintenant, rappelons-nous le deuxième effet. La contraction de l'espace. Tout objet en mouvement se contracte dans la direction de son mouvement, et cette contraction dépend elle aussi du facteur de Lorentz. Si la vitesse est égale à la vitesse de la lumière, le facteur de Lorentz est infini. Cela signifie que pour un photon, tout l'univers dans la direction de son mouvement est réduit à un point unique. Toute la distance qu'il doit parcourir, que ce soit 1 mètre en laboratoire ou des milliards d'années-lumière entre les galaxies, se condense pour lui en un seul point. Revenons à notre photon de la galaxie d'Andromède. Pour nous, il a parcouru une distance de 2,5 millions d'années-lumière. Pour lui, en revanche, la distance entre son étoile d'origine et votre œil est nulle. Il se trouve simultanément au point de départ et au point d'arrivée. Il ne voyage pas à travers l'espace tel que nous l'entendons. Il relie simplement 2 points de l'espace-temps qui, pour lui, ne font qu'un. Pour mieux comprendre cela, introduisons une autre belle notion, imaginée par Hermann Minkowski. L'intervalle d'espace-temps. C'est une sorte de distance généralisée dans l'espace-temps à 4 dimensions. Contrairement à la distance ordinaire et au temps ordinaire, qui sont relatifs et dépendent de l'observateur, cet intervalle est une grandeur invariante, absolue. Il est identique pour tous ceux qui le mesurent. Pour les objets massifs, se déplaçant plus lentement que la lumière, cet intervalle est toujours supérieur à 0. Pour la lumière, en revanche, pour les photons, cet intervalle d'espace-temps est toujours et strictement égal à 0. Le chemin que parcourt un photon dans l'espace-temps à 4 dimensions a toujours une longueur nulle. Ces chemins sont appelés par les physiciens des géodésiques de genre lumière ou chemin nul. Qu'est-ce que tout cela signifie en pratique? Cela signifie que pour un photon, il n'existe ni temps ni distance. Tout notre immense cosmos, s'étendant sur des milliards d'années-lumière, toute sa longue histoire de 14 milliards d'années, tout cela est compressé pour le photon en un seul point, en un seul instant. Son univers n'est pas un film qu'il regarde image par image. C'est une seule et unique photographie, une seule image plate, sur laquelle tout est capturé
instantanément, sans aucune durée ni étendue. Essayons d'imaginer cela avec un exemple encore plus simple. Vous allumez une lampe de poche, un photon naît sur le filament d'une ampoule et en une infime fraction de seconde, il est absorbé par le mur d'en face. Pour vous, entre ces deux événements, il y a un intervalle de temps, aussi minuscule soit-il, et une distance spatiale, disons, de 3 mètres. Pour le photon lui-même, non. Le moment de sa naissance et celui de sa mort coïncident pour lui. La distance entre l'ampoule et le mur est nulle pour lui. Cette conception est si étrangère à notre expérience qu'il est presque impossible de la concevoir véritablement. Notre esprit, notre conscience sont façonnés dans un monde où il y a un avant et un après, un ici et un là. Nous existons au sein du courant temporel. Nous nous souvenons du passé et nous anticipons l'avenir. Pour le photon, en revanche, rien de tout cela n'existe. Il n'a pas de mémoire, car pour lui, il n'y a pas eu de passé. Il n'a pas d'attente, car pour lui, il n'y aura pas d'avenir. Soulignons-le encore une fois. Ce n'est là que notre façon de décrire une limite mathématique en utilisant le langage humain, qui n'est absolument pas adapté à cela. Le photon n'a pas de conscience, pas Dieu, pas de point de vue au sens humain du terme. Il ne ressent pas et ne perçoit pas son voyage comme instantané. Mais cette expérience de pensée est incroyablement importante. Elle nous montre à quel point la réalité elle-même peut être malléable et étrange. Il démontre que le temps et l'espace ne sont pas des attributs fondamentaux et inébranlables de l'univers. Il s'agit plutôt d'attributs propres à notre mode d'existence lent et massif. Peut-être le temps est-il une propriété inhérente uniquement à la matière, uniquement aux objets dotés d'une masse au repos. Quant au mouvement pur, à l'énergie pure sous forme de lumière, il n'est tout simplement pas nécessaire, il n'existe pas. Cette vision du monde du point de vue d'un photon nous mène à des questions encore plus profondes. Si le temps et l'espace peuvent se déformer à ce point et même disparaître, alors quelle est la véritable base fondamentale de la réalité? Et n'y aurait-il pas d'autre manière de déformer l'espace-temps au-delà du simple mouvement à grande vitesse? Et si la matière elle-même, la masse elle-même, était capable non seulement d'exister dans l'espace-temps, mais de le courber et de le froisser, telle une lourde bille sur une membrane élastique? Cette question a poussé Einstein au-delà des limites de sa théorie de la relativité restreinte et l'a conduit à la création de son plus grand chef-d'œuvre, la théorie de la relativité générale, où la gravité commence à jouer le rôle principal dans le drame du temps et de l'espace. Pendant 10 ans après sa triomphale année 1905, Albert Einstein a réfléchi à un problème fondamental. Sa théorie de la relativité restreinte était belle et élégante, mais elle ne décrivait qu'un cas particulier, les lois de la physique dans les systèmes inertiels, c'est-à-dire pour des observateurs se déplaçant de manière uniforme et rectiligne. Mais qu'en est-il de l'accélération? Et surtout, comment intégrer la gravité dans toute cette nouvelle vision du monde où l'espace et le temps étaient devenus relatifs? Dans la mécanique classique de Newton, la gravité était une force mystérieuse, agissant à distance, par laquelle un corps massif en attirait instantanément un autre à travers le vide. Le Soleil, d'une manière ou d'une autre, sentait la présence de la Terre et l'attirait vers lui, la faisant graviter sur son orbite. Ce concept fonctionnait de manière brillante, permettant de prédire le mouvement des planètes avec une précision incroyable, mais il ne s'inscrivait absolument pas dans le nouveau monde d'Einstein. Si rien ne peut se propager plus vite que la lumière, alors comment l'attraction gravitationnelle pourrait-elle agir instantanément? Si le Soleil disparaissait soudainement, selon Newton, la Terre quitterait immédiatement son orbite. Mais selon Einstein, l'information concernant cette disparition ne pourrait pas nous parvenir en moins de 8 minutes. C'est précisément le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir cette distance. Ce conflit était insoluble dans le cadre des anciennes conceptions.
Einstein comprit qu'il fallait repenser entièrement la nature même de la gravitation. Et l'illumination, qu'il nomma plus tard la pensée la plus heureuse de sa vie, lui vint sous la forme d'une simple expérience de pensée. Il imagina un homme se trouvant dans un ascenseur fermé, dans une cabine sans fenêtre, quelque part dans l'espace profond, loin de toute planète et de toute étoile. À l'intérieur de cet ascenseur, l'homme se trouvait en état d'apesanteur. Il flotte librement. Maintenant, imaginons qu'un câble soit attaché au sommet de cet ascenseur et qu'une force extérieure commence à le tirer vers le haut avec une accélération constante, égale à l'accélération de la chute libre sur Terre, 9,8 mètres par seconde par seconde. Que ressentira la personne à l'intérieur? Ses pieds seront plaqués au sol. S'il lâche une pomme, elle tombera au sol avec la même accélération. Il sentira son poids et il n'aura aucun moyen, depuis l'intérieur de cette cabine fermée, de déterminer la cause de cela. Soit son ascenseur est en accélération dans l'espace, soit il est simplement posé à la surface de la Terre et subit son attraction gravitationnelle. Cette expérience de pensée a servi de base à ce qu'Einstein a appelé le principe d'équivalence. Les effets de la gravitation sont localement indiscernables de ceux du mouvement accéléré. Pour la physique, pour les lois de la nature, être dans un champ gravitationnel ou se déplacer avec une accélération, c'est la même chose. Cette conclusion, apparemment simple, fut la clé de l'énigme pour Einstein. Il comprit que la gravitation n'est absolument pas une force au sens newtonien. Ce n'est pas une attraction mystérieuse. La gravitation est une manifestation de la géométrie, c'est la conséquence de la courbure de l'espace-temps lui-même sous l'effet de la masse et de l'énergie. Utilisons une analogie célèbre, bien que pas entièrement exacte. Imaginez une membrane en caoutchouc bien tendue. C'est notre univers plat, non courbé, dépourvu de matière. Maintenant, plaçons une lourde boule de bowling au centre de cette membrane. Que se passe-t-il? La membrane va se déformer sous son poids, formant un entonnoir. C'est exactement ce que fait le Soleil avec l'espace-temps autour de lui. Il le courbe. Et maintenant, lançons sur cette membrane une petite bille représentant une planète. Elle ne volera pas en ligne droite, elle roulera sur la surface courbée, se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou elliptique à l'intérieur de cet entonnoir. Vu de l'extérieur, il nous semblerait qu'une grosse sphère en attire une petite, mais en réalité, il n'y a aucune force d'attraction. La petite sphère se déplace simplement le long du chemin le plus court possible, ce qu'on appelle une ligne géodésique, dans un espace déjà courbé. En 1915, Einstein a présenté au monde sa théorie générale de la relativité, qui décrivait mathématiquement cette idée révolutionnaire. Ces équations montraient comment précisément la masse et l'énergie disent à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbé, à son tour, dit à la masse comment se mouvoir. Et c'est là que nous revenons à notre sujet principal, le temps. Car si la masse courbe l'espace-temps comme un tout, alors elle doit influencer non seulement la géométrie de l'espace, mais aussi l'écoulement du temps. Et la théorie de la relativité générale donne une prédiction sans équivoque. Plus le champ gravitationnel est fort, plus vous êtes profondément dans un puits de gravité, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à un observateur situé plus loin, là où le champ est plus faible. Cet effet est appelé la dilatation gravitationnelle du temps, et il est tout aussi réel que la dilatation du temps due à la vitesse. Une horloge placée au niveau de la mer, où la gravité est légèrement plus forte, retardera d'une fraction infime plus lentement qu'une horloge identique installée au sommet du mont Everest. Si vous passiez toute votre vie au sommet d'une montagne, vous vieilliriez de quelques microsecondes de plus que si vous l'aviez passé sur une plage. La différence est minuscule, mais elle existe et peut être mesurée. Les horloges atomiques, installées dans divers laboratoires à travers le monde, sont tellement précises que pour les synchroniser,
il est indispensable de tenir compte de la différence d'altitude par rapport au niveau de la mer à quelques centimètres près. C'est précisément cet effet, comme nous l'avons déjà mentionné, qui joue un rôle capital dans le fonctionnement du système GPS. Les horloges des satellites, situées à une altitude de 20 000 km, évoluent dans un champ gravitationnel bien plus faible que celui que nous connaissons sur Terre. De ce fait, elles avancent d'environ 45 microsecondes par jour. Cet effet est même plus prononcé que le ralentissement dû à leur vitesse, qui n'est que de 7 microsecondes. La correction totale que les ingénieurs apportent au système est la somme de ces deux phénomènes relativistes. Et si, comme nous aimons le faire, nous poussions cette idée jusqu'à sa limite logique? Que se passe-t-il si l'on prend une masse colossale et qu'on la comprime dans un volume extrêmement réduit? Le champ gravitationnel deviendrait alors monstrueusement puissant et la courbure de l'espace-temps extrême. Si la masse est suffisamment considérable, il arrivera un moment où l'espace-temps sera si profondément déformé que l'entonnoir gravitationnel se muera en un abîme sans fond, dont rien ne pourra s'échapper, pas même la lumière. Nous obtiendrons un objet connu de tous aujourd'hui, le trou noir. Selon les calculs de l'astrophysicien indien Subrahmanian Chandrasekhar, toute étoile dont la masse dépasse une certaine limite, environ 1 fois et 4/10 de la masse de notre Soleil, après avoir épuisé son carburant nucléaire, est vouée à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravitation et à se transformer soit en étoile à neutrons, soit en trou noir. Le trou noir possède une frontière, un point de non-retour, que l'on appelle l'horizon des événements. Il ne s'agit pas d'une surface physique, mais d'une frontière purement géométrique dans l'espace-temps. Tout ce qui traverse cette frontière, y compris la lumière, ne pourra plus jamais en ressortir. Et c'est précisément à cet horizon des événements que la dilatation gravitationnelle du temps atteint son maximum absolu. Imaginons que nous, à une distance sûre, observons un astronaute audacieux qui a décidé de sauter dans un trou noir. Il allume les moteurs de son vaisseau et se dirige vers l'horizon. Que verrons-nous dans nos télescopes? À mesure qu'il s'approchera de l'horizon et s'enfoncera de plus en plus profondément dans le champ gravitationnel, nous verrons ses horloges ralentir de plus en plus par rapport aux nôtres. Les signaux qu'il nous envoie nous parviendront de moins en moins fréquemment, et la lumière de son vaisseau deviendra de plus en plus rouge. Ce phénomène est appelé le décalage vers le rouge gravitationnel. Son énergie diminuera tandis qu'il luttera contre la gravité pour nous envoyer des photons. Plus il se rapprochera de l'horizon des événements, plus son temps, à nos yeux, se ralentira. Ces mouvements nous sembleront infiniment ralentis, comme dans un film projeté à une vitesse quasi nulle. Et au moment précis où son vaisseau atteindra l'horizon des événements, son temps, de notre point de vue, s'arrêtera complètement. Son image se figera aux confins du trou noir, s'affaiblissant et rougissant jusqu'à ce qu'elle disparaisse de notre vue. Pour nous, il tombera éternellement, mais ne franchira jamais cette ligne invisible. Sa seconde s'étirera pour nous à l'infini. Voilà une autre forme d'arrêt du temps, prédite par la physique. Mais cette fois-ci, elle n'est pas causée par l'atteinte de la vitesse de la lumière, mais par l'arrivée à un point de gravité extrême. Mais qu'en est-il de l'astronaute lui-même? Éprouve-t-il cet arrêt du temps? Absolument pas. Pour lui-même, rien de particulier ne se produit au moment du franchissement de l'horizon des événements. Sa montre-bracelet continue de tic-taquer à son rythme habituel. Il ne ressent aucune barrière, ni aucun mur. Il franchit simplement une frontière invisible et fonce plus loin, vers le centre du trou noir, vers la singularité, un point de densité infinie où nos lois actuelles de la physique cessent de fonctionner. Sa chute de l'horizon jusqu'à la singularité prendra un temps fini, et pour un grand trou noir, même un temps plutôt long. Il ne pourra simplement pas nous en informer. Ainsi, nous voyons que l'univers nous offre au moins 2 scénarios où le temps, pour un observateur, peut s'arrêter du point de vue d'un autre.
L'un est lié à la vitesse limite, l'autre à la gravité limite. Et ces deux scénarios nous montrent à quel point la gravitation et le mouvement sont intimement entrelacés dans la géométrie même de notre réalité, régissant non seulement le mouvement des planètes, mais aussi l'écoulement du temps lui-même. Jusqu'à présent, notre voyage dans le monde de la relativité a été principalement abstrait. Nous avons parlé du ralentissement des horloges, de la contraction des règles, de l'augmentation de la masse. Tout cela sont des effets physiques fondamentaux, mais il est difficile de les visualiser. Lorsque nous tentons d'imaginer un vol à une vitesse proche de celle de la lumière, des images de cinéma nous viennent généralement à l'esprit. Les étoiles s'étirent en de longues traînées blanches, comme dans les célèbres scènes de Star Wars. C'est un bel effet spécial et intuitif. Mais a-t-il quelque chose à voir avec la réalité ? Que verrait réellement une personne en regardant par le hublot d'un vaisseau filant à travers l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière ? Il s'avère que l'image réelle serait bien plus étrange, fantaisiste et totalement différente de ce que nous avons l'habitude de voir dans la science-fiction. Les effets visuels prédits par la théorie de la relativité ne sont pas un simple flou ou un étirement. C'est un kaléidoscope complexe de distorsions, provoquées par toute une série de phénomènes qui se manifestent à des vitesses colossales. Le premier et sans doute le plus important de ces effets est ce qu'on appelle l'aberration relativiste de la lumière. Le mot « aberration » peut paraître intimidant, mais le principe du phénomène est assez simple. Imaginez-vous debout sous la pluie, un jour sans vent. Les gouttes tombent parfaitement à la verticale. Afin de ne pas être mouillé, vous tenez votre parapluie droit au-dessus de votre tête. Maintenant, mettez-vous à courir. Que va-t-il se passer ? Il vous semblera que la pluie ne vient plus d'en haut, mais qu'elle vous frappe le visage, en oblique. Et plus vite vous courez, plus la direction de la chute des gouttes vous semblera rasante, presque horizontale. Il vous faudra incliner votre parapluie vers l'avant pour vous protéger. La lumière se comporte d'une manière très similaire. Lorsque vous êtes immobile, la lumière des étoiles situées juste au-dessus de vous vous parvient d'en haut. Celle des étoiles à l'horizon vous parvient de côté. Mais dès que vous commencez à vous déplacer à une vitesse colossale, la direction d'où provient la lumière commence à se décaler vers l'avant, dans le sens de votre mouvement. À mesure que vous prenez de la vitesse, les étoiles qui se trouvaient sur les côtés et même légèrement derrière vous commenceront à glisser dans l'hémisphère avant. Votre champ de vision se resserre comme en un point, droit devant vous. Lorsque vous atteindrez une vitesse très proche de celle de la lumière, cet effet deviendra total. Pratiquement tout l'univers visible, toutes les étoiles, toutes les galaxies qui auparavant vous entouraient de toutes parts, se regroupera en une petite fenêtre ronde et brillante, ou en un tunnel, juste devant vous. Tout ce qui se trouve au-delà de cette fenêtre sera plongé dans une obscurité absolue, impénétrable. Vous avancerez à toute vitesse et l'immensité du cosmos sera concentrée en un petit point sur le pare-brise de votre vaisseau. Mais ce n'est là que le début des distorsions. Le deuxième effet, qui modifiera radicalement l'image que vous percevez, est l'effet Doppler. Mais non pas pour le son, comme nous en avons l'habitude, mais pour la lumière. Nous sommes tous familiers avec l'effet Doppler sonore. La sirène d'une ambulance semble plus aiguë lorsqu'elle s'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Cela se produit parce que les ondes sonores d'une source qui s'approche se compriment, leur fréquence augmente, tandis que celle d'une source qui s'éloigne s'étire et leur fréquence diminue. Avec la lumière, il en va de même. La lumière est aussi une onde. Lorsque vous volez vers une source de lumière, par exemple une étoile, les ondes lumineuses qu'elle émet se compriment, leur fréquence augmente et leur longueur d'onde diminue. Cela signifie que la couleur de l'étoile se décale vers des longueurs d'onde plus courtes,
du rouge au bleu, au violet et même au-delà, dans la partie invisible du spectre, vers l'ultraviolet, les rayons X et même les rayons gamma. Cet effet est appelé blue shift ou décalage vers le bleu. Les étoiles droit devant, dans la direction de votre mouvement, ne deviendront pas simplement bleues. Elles seront d'une clarté éblouissante et commenceront à émettre un rayonnement dangereux de haute énergie. Et inversement, la lumière des étoiles que vous laissez derrière vous et qui, en raison de l'aberration, seront également visibles par le hublot avant, mais plus près de ses bords, subira l'effet inverse, le redshift ou décalage vers le rouge. Leurs ondes lumineuses s'étireront, leur fréquence chutera. Les étoiles deviendront ternes, rouges, puis se transformeront en infrarouges et finiront par disparaître complètement du spectre visible pour devenir des micro-ondes et des ondes radio. En fin de compte, votre fenêtre sur l'univers apparaîtra comme un point lumineux et concentré de lumière d'un bleu éblouissant et blanche en son centre même, entouré d'un anneau d'étoiles jaunes, oranges et rouges qui, vers les bords de la fenêtre, s'estomperont de plus en plus et disparaîtront. Tout le spectre chromatique du cosmos se contractera et se déformera dans ce tableau incroyable. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un troisième effet, le plus difficile à appréhender. Nous avons évoqué la contraction de Lorentz, expliquant que les objets en mouvement se contractent physiquement dans le sens de leur déplacement. Il semblerait que si nous passons devant une planète sphérique, nous devrions la voir aplatie en ellipsoïde. C'est ainsi que les physiciens l'ont longtemps cru. Mais en 1959, Roger Penrose et James Terrell ont démontré, indépendamment l'un de l'autre, qu'en réalité, visuellement, nous n'observerions pas cette contraction. Pourquoi ? La raison réside dans la finitude de la vitesse de la lumière. Lorsque nous observons un objet étendu, nous en voyons différentes parties à des moments différents. La lumière des parties de l'objet les plus proches de nous parvient plus vite que celle des plus éloignées. À des vitesses normales, cette différence est imperceptible, mais aux vitesses proches de celle de la lumière, elle devient déterminante. Imaginez que nous volions devant un cube. Lorsque nous nous trouvons juste en face de son centre, nous voyons sa face, avant. Mais en raison de l'aberration lumineuse, nous percevons également la lumière émise par sa face latérale, celle qui aurait dû nous être dissimulée. Cette lumière, pour rattraper notre vaisseau en vol, a dû venir sous un certain angle, et au final, nous voyons la face latérale comme enveloppée dans notre champ de vision. En conséquence, le cube n'aura pas l'air compressé, il semblera plutôt tourner. Le même effet se produit avec une sphère. En la survolant, nous ne verrions pas une ellipse aplatie. Nous continuerions à la percevoir comme une sphère parfaite, mais sur sa surface, nous distinguerions de curieuses distorsions et pourrions même apercevoir une partie de son arrière, la lumière de laquelle nous aurait rattrapé au cours de notre voyage. Cette étonnante illusion visuelle de la réalité est connue sous le nom d'effet Terrell-Penrose ou de contraction invisible. Alors, réunissons tous ces effets et essayons de dresser le tableau final. Vous êtes assis dans le siège du pilote d'un vaisseau spatial qui accélère jusqu'à atteindre 99,9% de la vitesse de la lumière. Tout d'abord, à mesure que la vitesse augmente, vous voyez les étoiles dans le hublot commencer à se concentrer vers l'avant. L'espace derrière vous et sur les côtés s'obscurcit, tandis qu'un cercle de lumière éclatant s'embrase devant vous. À l'intérieur de ce cercle, les étoiles changent de couleur. Celles qui sont au centre deviennent d'un bleu perçant et éclatant. Celles qui sont sur les bords, rouges et ternes. Si vous passez devant des objets, par exemple des planètes ou des astéroïdes, ils n'apparaissent pas aplatis. Leur forme reste reconnaissable, mais il semble qu'ils tournent et pivotent de la façon la plus étrange lorsque vous foncez à côté d'eux. À la toute limite, à une vitesse infiniment proche de celle de la lumière, toute l'information de l'univers se concentrera en un point infiniment lumineux, infiniment chaud,
d'un blanc éblouissant juste devant vous. Ce serait comme plonger le regard dans un accélérateur de particules. Toute la complexité et la beauté du cosmos, les galaxies, les nébuleuses, les amas d'étoiles, tout cela se fondrait en un seul et unique faisceau de lumière aveuglant, entouré d'une obscurité absolue et dévorante. Vous ne verriez pas l'univers tel que nous le connaissons. Vous fonceriez à travers un flot d'informations déformées, décalées en fréquence et concentrées en un seul point à son sujet. Cette image, recréée par des physiciens à l'aide de simulations informatiques complexes, est bien loin des images romantiques que l'on voit au cinéma. Elle révèle une réalité qui obéit à des lois strictes, bien que contre-intuitives. Elle démontre une fois de plus que notre perception n'est qu'une des manières possibles d'appréhender le monde. Dès que nous dépassons les frontières de notre existence lente et massive, le tissu même de la réalité visible se met à se courber, à changer de couleur et à s'organiser en des motifs que notre cerveau est à peine capable de concevoir. Nous avons établi que la vitesse de la lumière dans le vide constitue une limite fondamentale. Un mur bâti d'une masse infinie et d'une énergie infinie qu'aucun objet matériel ne peut franchir. Mais l'imagination humaine cherche toujours des failles. L'idée de voyage interstellaire, parcourant les immenses étendues de la galaxie en un temps raisonnable, est si séduisante que tant les scientifiques que les écrivains de science-fiction se sont maintes fois posé la question: ne pourrait-on pas, d'une manière ou d'une autre, tromper l'univers? Existe-t-il, dans le cadre des lois de la physique qui nous sont connues ou à leurs frontières, des possibilités hypothétiques de mouvements supraluminiques? Examinons quelques-unes des idées les plus populaires, allant des plus purement spéculatives aux phénomènes physiques bien réels, et voyons ce qui pourrait être vrai et ce qui, très probablement, restera une jolie fiction. La première idée, et la plus directe, est l'existence de particules qui, par leur nature même, se déplacent toujours plus vite que la lumière. Au milieu du XXe siècle, des physiciens tels que Gerald Feinberg, en jonglant avec les équations de la relativité restreinte, ont remarqué quelque chose de curieux. Si l'on insère dans la formule de l'énergie une vitesse supérieure à celle de la lumière, alors on se retrouve avec un nombre négatif sous la racine carrée. Pour pouvoir s'en accommoder, les mathématiciens ont introduit la notion de nombres imaginaires et il s'est avéré que, purement formellement, il était possible de décrire une classe hypothétique de particules qui naissent en se déplaçant déjà plus vite que la lumière et pour lesquelles il faudrait une énergie infinie pour les ralentir jusqu'à la vitesse de la lumière. Autrement dit, tout comme pour nous la barrière de la lumière est infranchissable par le bas, pour elle serait infranchissable par le haut. Feinberg a baptisé ces particules hypothétiques des tachyons du mot grec tachys, signifiant rapide. L'idée était fascinante. Si les tachyons existaient, ils pourraient devenir des vecteurs d'information idéaux. Mais ils possédaient des propriétés très étranges. Par exemple, il ressortait des équations qu'un tachyon, en perdant de l'énergie, devrait accélérer et en acquérant, ralentirait. Mais le problème majeur avec les tachyons résidait ailleurs. Leur existence porterait un coup dévastateur à l'un des principes les plus fondamentaux de la physique, le principe de causalité. Le principe de causalité stipule que la cause doit toujours précéder l'effet. D'abord, vous appuyez sur l'interrupteur, puis l'ampoule s'allume, et non l'inverse. Mais en raison de la relativité de la simultanéité dont nous avons parlé, l'existence d'un signal supraluminique permettrait de construire ce qu'on appelle un antitéléphone tachyonique, un appareil capable d'envoyer un message dans le passé. Imaginez la situation. Vous envoyez un signal tachyonique vers un lointain vaisseau qui s'éloigne de vous à grande vitesse. Dans son référentiel, en raison des particularités des transformations de Lorentz pour les vitesses superluminiques, ce signal pourrait être reçu plus tôt que vous ne l'avez envoyé dans votre propre système. L'astronaute à bord du vaisseau pourrait immédiatement vous renvoyer un signal tachyonique en retour, lequel, à son tour, vous parviendrait dans le passé,
avant même que vous n'ayez envoyé le premier message. Vous pourriez ainsi obtenir une réponse à une question que vous n'auriez pas encore posée. Ceci engendre des paradoxes logiques insolubles. Que se passe-t-il si, après avoir reçu la réponse, vous décidez de ne pas envoyer le message initial? En raison de ces problèmes de causalité, et parce qu'après des décennies de recherche, aucune preuve expérimentale, même indirecte, n'a été trouvée de l'existence des tachyons, la plupart des physiciens les considèrent aujourd'hui comme rien de plus qu'une curiosité mathématique, un artefact des équations, sans lien avec la réalité physique. Eh bien, si l'on ne peut pas voyager plus vite que la lumière à travers l'espace, alors peut-être y aurait-il moyen de prendre un raccourci en raccourcissant l'espace lui-même. Cette idée est à la base d'une autre conception populaire, celle des trous de verre, ou, pour employer le terme scientifique rigoureux, des ponts d'Einstein-Rosen. Dans le cadre de la théorie de la relativité générale, où l'espace-temps est un tissu souple et courbé, il est théoriquement possible qu'existe une sorte de tunnel reliant deux points très éloignés l'un de l'autre dans l'univers. Imaginez une feuille de papier sur laquelle sont dessinés deux points. Le chemin le plus court entre eux est une ligne droite. Mais si vous pliez la feuille de manière à ce que les points se touchent et que vous la percez avec un crayon, vous créerez un chemin beaucoup plus court. Un trou de verre, c'est justement ce genre de raccourci hypothétique à travers l'espace-temps. En la traversant, vous ne dépassez jamais localement la vitesse de la lumière. Vous passez simplement du point A au point B beaucoup plus vite qu'un rayon lumineux qui voyagerait par un chemin détourné à travers l'espace conventionnel. Cela semble prometteur. Cependant, lorsque des physiciens tels que Kip Thorne et Mike Morris ont commencé à analyser en détail les mathématiques des trous de verre traversables, ils ont rencontré d'énormes difficultés. Il s'est avéré que pour maintenir l'entrée d'un tel tunnel ouverte et l'empêcher de s'effondrer instantanément sous l'effet de sa propre gravité, une substance hypothétique dotée de propriétés absolument exotiques était nécessaire, ce que l'on appelle la matière exotique. Cette matière devrait avoir une densité d'énergie négative ou, plus simplement, elle devrait posséder une antigravité, repoussée plutôt qu'attirée. Rien de tel n'est connu dans notre univers, c'est pourquoi, pour l'instant, les trous de verre demeurent un objet mathématiquement possible, mais physiquement extrêmement improbable. Mais existe-t-il au moins un exemple réel et observable de quelque chose qui se déplace plus vite que la lumière? Étonnamment, la réponse est oui, et ce phénomène s'appelle le rayonnement Vavilov-Cherenkov. En 1934, les physiciens soviétiques Pavel Cherenkov et Sergueï Vavilov ont découvert que certains liquides, sous l'effet d'un rayonnement radioactif, émettent une faible lueur bleuâtre. Plus tard, en 1937, Igor Tamm et Ilya Frank ont fourni une explication théorique à ce phénomène, pour laquelle tous les quatre furent plus tard récompensés par le prix Nobel. Voici le point essentiel. Nous avons toujours souligné que la vitesse de la lumière dans le vide est une limite. Mais lorsque la lumière traverse un milieu transparent, l'eau, le verre, l'air, elle ralentit. Cela est dû au fait que les photons interagissent avec les atomes de la matière, sont absorbés puis réémis, et que tout ce processus prend du temps. Par exemple, dans l'eau, la vitesse de la lumière n'est que d'environ 225 000 km par seconde, soit environ 75% de sa vitesse dans le vide. Imaginez à présent qu'une particule chargée de haute énergie, par exemple un électron né d'une réaction nucléaire, pénètre dans cette eau. Cette particule peut se déplacer à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide, mais supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu spécifique, c'est-à-dire l'eau. Dans notre exemple, sa vitesse peut être, disons, de 250 000 km par seconde. Que se passe-t-il à ce moment-là? La particule devance les ondes lumineuses qu'elle génère elle-même en se déplaçant à travers le milieu. Cela ressemble beaucoup à ce qui arrive lorsqu'un avion franchit le mur du son.
Il devance ses propres ondes sonores et celles-ci se combinent pour former une onde de choc que nous entendons sur Terre comme une forte détonation ou un bang sonique. Dans le cas d'une particule chargée dans un milieu, il se passe quelque chose de similaire, mais avec des ondes électromagnétiques. Elle crée une sorte d'onde de choc lumineuse. Cette onde est cette lueur bleue que les scientifiques ont observée. C'est précisément ce magnifique rayonnement Cherenkov que nous observons dans les piscines de refroidissement des réacteurs nucléaires. Ainsi, oui, le mouvement plus rapide que la lumière est possible, mais avec une réserve très importante. Il s'agit de dépasser la vitesse de la lumière dans un milieu et non dans le vide. La limite fondamentale établie par Einstein n'est pas violée pour autant. Rien ne peut toujours se déplacer plus vite que 300 000 km par seconde dans l'espace vide. Alors, quel est le verdict rendu par la science moderne? À ce jour, la barrière de la lumière reste infranchissable. Les tachyons hypothétiques violent la causalité. Les trous de verre traversables exigent une matière exotique inconnue de la science. Quant aux autres idées, comme le moteur à distorsion d'Alcubierre qui comprime l'espace devant le vaisseau et le dilate derrière, elles se heurtent également au problème de la nécessité d'une matière à énergie négative. L'univers, semble-t-il, a très solidement protégé ses liens de cause à effet. Et tant que nous n'aurons pas accompli une percée absolument révolutionnaire dans notre compréhension des lois fondamentales de la physique, les voyages supraluminiques resteront l'apanage de la science-fiction. Quant à nous, il ne nous reste qu'à explorer cet univers aux vitesses qu'il nous permet et à tenter de comprendre ces étranges lois à l'aide de l'outil le plus puissant dont nous disposons, notre esprit. Tout au long de notre entretien, nous nous sommes maintes fois livrés à des expériences de pensée. Nous nous sommes imaginés à bord d'un vaisseau supraluminique chutant dans un trou noir et regardant le monde à travers les yeux d'un photon. Ces expériences de pensée sont un instrument de connaissance des plus puissants qu'utilisait déjà Einstein. Mais au XXIe siècle, les scientifiques disposent désormais d'un outil que l'on peut considérer comme le descendant direct de l'expérience de pensée, mais doté d'une puissance de calcul incroyable. C'est la simulation par superordinateur. Soyons honnêtes, nous ne pourrons jamais, dans un avenir prévisible, propulser le télescope Hubble ou un vaisseau avec un astronaute à bord jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière pour vérifier de nos propres yeux comment l'univers visible se déforme. Nous ne pouvons pas envoyer de sonde au-delà de l'horizon des événements d'un trou noir et en obtenir un rapport. Nombre des prédictions les plus extrêmes et les plus intéressantes de la théorie de la relativité se produisent dans des conditions qu'il est impossible ou impensablement coûteux de recréer en laboratoire. Comment alors les scientifiques peuvent-ils être aussi sûrs de leurs conclusions? Comment peuvent-ils créer ces visualisations si détaillées dont nous avons parlé, montrant à quoi ressemblerait le monde à une vitesse proche de celle de la lumière? La réponse réside dans la puissance des mathématiques et de l'informatique. Les équations de la relativité générale d'Einstein sont un ensemble d'équations différentielles extrêmement complexes qui décrivent la géométrie de l'espace-temps. Les résoudre de manière analytique, c'est-à-dire sur papier, n'est possible que pour des cas très simples et idéalisés. Mais si vous avez un ordinateur suffisamment puissant, vous pouvez résoudre ces équations numériquement. Voici, en substance, ce que font les scientifiques. Ils créent, à l'intérieur d'un supercalculateur, un univers virtuel et numérique. Dans cet univers, ce sont les mêmes lois de la physique que dans le nôtre qui s'appliquent, les équations d'Einstein. Ensuite, ils placent dans cet univers numérique des objets virtuels, des étoiles, des planètes, des trous noirs. Et enfin, ils y placent un observateur virtuel ou une caméra et lui définissent une trajectoire. Que se passe-t-il ensuite? L'ordinateur commence un travail titanesque. Il calcule le trajet de chaque rayon de lumière, de chaque photon virtuel dans cet univers courbé et dynamique.
Il calcule comment le trajet du photon se courbe dans le champ gravitationnel, comment son énergie, et donc sa couleur, change en raison de l'effet Doppler et du décalage gravitationnel vers le rouge, et comment l'aberration de la lumière modifie sa direction apparente. Il le fait pour des millions et des milliards de rayons lumineux provenant de toutes les directions, et au final, il en compose l'image finale, ce que verrait notre caméra virtuelle. Ce n'est pas un simple dessin animé ou une fantaisie d'artiste. C'est le résultat de calculs mathématiques des plus rigoureux, basés sur une théorie fondamentale et éprouvée. Si la théorie est correcte, alors l'image obtenue est la prédiction la plus juste possible de ce à quoi ressemblerait la réalité dans ces conditions extrêmes. L'un des exemples les plus frappants de la puissance d'une telle approche a été le projet Télescope de l'horizon des événements, l'Event Horizon Telescope. Il ne s'agit pas d'un télescope unique, mais plutôt d'un réseau mondial de radiotélescopes répartis sur toute la planète. En travaillant de concert, ils créent un télescope virtuel de la taille de la Terre, capable de percevoir des détails d'une finesse incroyable dans l'espace. Leur objectif principal était d'obtenir la toute première image de l'ombre d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87. Mais avant de pouvoir publier ce fameux anneau orange, les théoriciens ont dû accomplir un travail de modélisation colossal. Une équipe, comprenant des scientifiques tels que Luciano Rezzolla et ses collaborateurs, a ainsi créé une immense bibliothèque de plusieurs dizaines de milliers d'images possibles d'un trou noir. Dans leur simulation, ils ont fait varier tous les paramètres imaginables, la masse et la rotation du trou noir, l'angle sous lequel nous l'observons, ainsi que les propriétés du gaz chaud qui l'entoure. Ils ont calculé comment ce gaz allait tourner, comment la lumière émanant de celui-ci serait déformée par la gravité pour former ce fameux anneau caractéristique. Et lorsque les astronomes ont finalement obtenu les données réelles des télescopes, ils ont pu les confronter à cette immense bibliothèque de simulation afin de dénicher le modèle qui correspondait le mieux aux observations. La célèbre image qui a fait le tour du monde n'est donc pas une simple photographie. Elle est le triomphe de la modélisation informatique qui a confirmé les prédictions de la théorie de la relativité avec une précision stupéfiante. D'autres scientifiques utilisent la modélisation pour créer des supports éducatifs et de vulgarisation scientifique, qui nous permettent de plonger dans l'univers des vitesses relativistes. Par exemple, la physicienne Ute Krauss de l'université de Hildesheim en Allemagne ou Robert Nemirov du Michigan Technological University ont créé des galeries entières et des animations qui illustrent de manière frappante les effets d'aberration, de Doppler et de la contraction de Lorentz. Leurs travaux, fréquemment publiés dans des revues aussi prestigieuses que l'American Journal of Physics, permettent de visualiser ce que serait un trajet à vélo dans la vieille ville allemande de Tübingen si vous fonciez à 99% de la vitesse de la lumière. Vous voyez les façades des maisons se tordre, les couleurs se déplacer et le monde se contracter en un tunnel. Récemment, des spécialistes du Goddard Space Flight Center de la NASA ont publié des simulations époustouflantes, montrant en vue subjective ce que verrait un observateur tombant dans un trou noir supermassif. Ces vidéos, créées sur le superordinateur Discover, démontrent de façon spectaculaire comment le lentillage gravitationnel déforme la vue du ciel étoilé, comment la lumière provenant du disque d'accrétion, cet anneau de gaz incandescent autour d'un trou noir, forme d'étranges images secondaires et des anneaux photoniques. Elle montre comment, lors du franchissement de l'horizon des événements, rien de dramatique ne se produit pour l'observateur lui-même. Mais le monde extérieur commence à se déformer jusqu'à devenir méconnaissable. À quoi bon tout cela? Serait-ce simplement une manière de créer de belles images, mais inutiles? Loin de là. Ces simulations remplissent plusieurs fonctions cruciales. Premièrement, elles constituent un instrument extrêmement puissant de vérification de la théorie elle-même.
Si les résultats de la modélisation divergent de ce que nous observons, comme dans le cas de l'ombre d'un trou noir, cela peut indiquer qu'il y a des lacunes dans notre théorie ou que nous n'avons pas pris en compte certains processus physiques importants. Deuxièmement, elles nous permettent d'explorer des régions inaccessibles à l'expérimentation directe. Nous pouvons sonder la physique dans les conditions les plus extrêmes de l'univers, au sein des trous noirs, lors des fusions d'étoiles à neutrons dans les tout premiers instants suivant le Big Bang. Et troisièmement, elles servent de pont entre le monde abstrait des formules mathématiques et notre perception humaine et intuitive. Elles traduisent le langage aride des équations en un langage d'images, nous permettant d'entrevoir, ne serait-ce que du coin de l'œil, à quel point l'univers d'Einstein est étrange et merveilleux. Ainsi, la physique théorique moderne, ce n'est pas seulement des réflexions à la craie sur un tableau noir. C'est aussi un travail titanesque avec le code, avec l'architecture des superordinateurs, avec les méthodes de visualisation des données. Les univers numériques, naissant dans les cœurs de silicium de ces machines, sont devenus pour nous des laboratoires tout aussi essentiels pour la connaissance du monde que le furent jadis le télescope pour Galilée ou le prisme pour Newton. Et ce sont précisément eux qui nous permettent de parler avec assurance de ce qui se passe là-bas, à l'extrême limite du possible, au seuil de la vitesse de la lumière.